Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous faire une présentation à deux voix, par moi-même, Cédric Vega de l'IGN, et puis Milena Planels du CESBio et du CNES à Toulouse. Donc la présentation, c'est sur l'estimation et la cartographie d'attributs forestiers à haute résolution, et notamment via ce qu'on appelle des approches multisources. Donc je vais suivre un plan assez classique, hein. On parlera rapidement du besoin de surveillance des forêts. Et puis j'enchaînerai avec la description de ce que sont ces méthodes d'inventaire multisources, les estimations que l'on peut faire sur des petits domaines, et puis on finira sur les approches cartographiques à très haute résolution, avant d'aborder des questions de synergie entre données terrain et de télédétection. Donc là, je pense que tout le monde sera convaincu sur le besoin de plus en plus fort de données sur les forêts aujourd'hui, qui font qu'on a besoin de connaître de plus en plus et de suivre en continu l'état et la dynamique des ressources forestières à des échelles qui sont variables. Donc on a pu avoir des exemples ces dernières années avec les sécheresses, les infestations par les insectes qui sont vraiment sur des granularités spatiales et temporelles très différentes. Donc on a un outil au niveau national pour suivre en continu la ressource forestière. C'est l'inventaire forestier national qui est continu depuis 2005. Donc on a à peu près 7000 points qui sont inventoriés de manière annuelle. Donc c'est une résolution qui permet de faire des estimations à l'échelle nationale jusqu'aux échelles régionales. Mais en deçà de ces échelles-là, on a des problèmes de précision des estimations. Donc pour résoudre ces problèmes, ont été développés à l'origine dans les pays nordiques des approches d'inventaire forestier multisources, donc qui visent à améliorer la précision statistique des sorties d'inventaire et qui permettent aussi de descendre en échelle. Donc l'objectif ici, là, ça va être de vous présenter ces méthodes avec une emphase donc, sur les questions cartographiques à haute résolution. Alors le principe des inventaires multisources, il est assez simple. Il consiste à combiner des données d'inventaire forestier de terrain, donc les fameuses placettes dont parlait Anne tout à l'heure, avec des données auxiliaires, donc de nature assez variable. Ça peut être des cartes, des données télédétection, des données météorologiques, enfin tout ce qui offre une corrélation avec les attributs qu'on cherche à estimer sur le terrain. Donc ces données, oui, je précise ici, les données terrain, elles sont à haute précision thématique, puisqu'on a une information très détaillée sur ce qu'on mesure, comme le diamètre des arbres, leur hauteur. Par contre, on a une faible résolution spatiale, dans le sens où on n'a que 7000 points qui sont distribués sur le territoire. Avec les données auxiliaires, on va par contre avoir une faible précision thématique, puisqu'on a juste un niveau de corrélation, mais on n'a pas directement l'information qu'on mesure sur le terrain. Par contre, on est à très haute résolution spatiale. Et l'objectif, en combinant ces deux données, c'est d'avoir à la fois une haute précision thématique et aussi une haute précision spatiale. Donc, au niveau des données auxiliaires qu'on va utiliser, alors on aime bien les appeler sur le critère rare. On veut qu'elles soient reliées forcément aux attributs forestiers qu'on cherche à mesurer, donc via la corrélation. On veut aussi qu'elles soient abordables, puisque le but, c'est non pas d'augmenter le coût de l'inventaire, mais de rester le plus possible à coût constant. Il faut aussi qu'elles soient renouvelables dans le temps pour qu'on puisse faire des mises à jour et éventuellement développer du monitoring des forêts. Et aussi exhaustive, puisqu'on veut que l'échantillon soit représentatif. Donc quand on parle d'exhaustivité, c'est soit très dense, soit continu spatialement. Donc parmi ces données les plus utilisées, on a bien sûr la carte forestière qui nous sert essentiellement à générer un masque pour travailler et qui nous permet aussi d'avoir des informations sur le type forestier. On utilise les séries temporelles, ou en tout cas les images satellites, sur les programmes à long terme comme Landsat ou voire Sentinel maintenant. Et après, on utilise beaucoup de modèles 3D qui sont ici soit du lidar, soit de la photogrammétrie, parce que c'est la sorte de données qui est la mieux corrélée aux principaux attributs, notamment le volume. Mais on peut aussi utiliser tout un tas d'autres données auxiliaires qui vont nous renseigner sur la distribution ou les gradients forestiers, comme des données climatiques, pédologiques ou encore topographiques, pour répondre à une question qui avait été posée. On peut utiliser la courbure, la pente, pour nous aider à mieux sélectionner, prédire nos valeurs et contextualiser la ressource. Donc ces méthodes, elles sont assez standards, hein, je pense que la plupart de vous les connaissent. Ça consiste à développer un modèle en combinant les données terrain sur des placettes d'inventaire avec des données de télédétection. Et puis ce modèle, une fois développé, il est propagé à l'ensemble de la zone pour développer des cartes d'attributs forestiers d'intérêt.
Et à l'inventaire forestier, normalement, la cartographie n'est pas le produit final qu'on vise. On cherche surtout à faire l'inférence, c'est-à-dire déterminer les paramètres de population à différentes échelles, notamment les moyennes, les totaux et surtout la variance qui est estimée, associée à l'estimation. Alors, cette inférence, c'est la partie qui caractérise le plus les méthodes d'inventaire forestier. Donc, on a 3 grandes familles d'estimation. Alors, quand on travaille au niveau des cartes à très haute résolution, on va la plupart du temps devoir se baser sur les prédictions du modèle, qui seront à très haute résolution. Ce qui impose de vraiment travailler très fortement sur la spécification du modèle pour éviter les problèmes de biais. Et pour pouvoir estimer la variance, on va faire appel à des méthodes de propagation d'erreurs, voire de rééchantillonnage de type bootstrap. Donc si on s'intéresse à des estimations par peuplement ou par polygone, on peut aussi se baser sur ces approches par modèle qui ne demandent pas forcément d'avoir des points de terrain à l'intérieur du polygone. Donc ça nous permet d'avoir des estimations qui sont quand même sur des surfaces relativement faibles. Et dans le cadre de l'inventaire forestier national, on va surtout se positionner sur des approches d'estimation qui sont assistées d'un modèle. Donc l'estimation, elle va être dans ce cas-ci tirée par le point de terrain et on aura besoin d'avoir dans chaque zone des points d'inventaire pour pouvoir faire l'estimation. C'est-à-dire que là, on aura obligatoirement des domaines qui seront plus grossiers spatialement. Donc ici, je vous présente des résultats sur des estimations de petits domaines. Alors là, on a travaillé sur la Sologne. Ça représente à peu près 7500 km² qui sont forestés à 50%. Donc pour travailler sur cette zone, on avait à peu près 900 points de terrain qui ont été collectés sur une période de 5 ans. Et pour faire l'estimation, on s'est basé sur la carte forestière. On a utilisé des données LIDAR et puis des indices de végétation Landsat. Donc le modèle qu'on a utilisé ici, c'est une approche par cas plus proche voisin qui a l'avantage d'être multivarié, c'est-à-dire qu'à partir d'un seul et unique modèle, on pourrait théoriquement prédire l'ensemble des mesures qu'on réalise sur le terrain. Donc à l'inventaire, on prend à peu près 200 paramètres par placette. Donc ici, pour illustrer, vous avez sur la carte de gauche ce qu'on peut faire avec les données IFN en standard. Donc on arrive à faire des estimations à l'échelle de la commune ici, pour un nombre très limité de communes. C'est essentiellement les grandes communes forestières pour lesquelles on a entre 3 et 5 points par 5 ans. Et toutes les communes en gris ici sont des communes pour lesquelles les résultats ne sont pas significatifs au niveau statistique. Donc quand on utilise les données multisources, on voit qu'on arrive à faire des prédictions pour un nombre nettement plus important de communes, mais il en reste un certain nombre pour lesquels on ne peut pas faire d'estimation, par manque de points. Donc ici, on a développé une approche multi-échelle qui permet justement d'adapter le niveau de représentation des résultats en fonction de l'erreur. Donc on laisse la possibilité à l'utilisateur de choisir le niveau d'erreur qui l'intéresse le plus, ce qui permet soit d'opter pour un grain spatial fin, soit pour une précision statistique forte, mais au détriment de l'échelle à laquelle on pourrait situer. Donc ça, c'est une méthode emboîtée là, par division binaire itérative jusqu'à ce que les seuils d'erreur soient atteints. Donc, comme on a aussi des cartes sous-jacentes qui sont très précises et qu'il y a vraiment une demande au niveau gestion pour avoir des cartes beaucoup plus résolues, on a aussi travaillé sur de la cartographie à haute résolution, donc cette fois-ci en utilisant directement le modèle pour faire l'inférence. Donc pour pouvoir avoir des résultats, des estimations de variance à l'échelle du pixel, on a travaillé sur des méthodes de rééchantillonnage de type Bootstrap. Donc on a effectué plusieurs simulations du modèle pour obtenir des RMS de calibration et de validation qui nous ont permis après de développer des cartes de précision de l'estimation. Et on a aussi travaillé sur les problèmes d'extrapolation puisque les cas plus proches voisins ne peuvent pas extrapoler. Et donc on a travaillé à ce niveau-là avec des enveloppes convexes sur l'espace des variables pour savoir quel était le nombre de points qui était en interpolation et le nombre de pixels qui étaient en extrapolation. Donc là vous avez une carte en bas qui vous montre le résultat interpolation-extrapolation. L'extrapolation là, le plus souvent dans les zones qui ont été coupées, puisque tout simplement on ne fait pas de mesure de terrain dans ces secteurs-là, et puis aussi le long des routes pour l'essentiel. Et puis quand on combine ces cartes
de précision et de validité, on peut avoir une information sur la fiabilité de la mesure qui peut aider à interpréter les cartes de prédiction. Je vais laisser la parole à Milena. Alors, donc, c'est bon comme ça. Milena Planey, je suis CESBio et Kenes. Au CESBio, je suis dans l'équipe biomasse où on est spécialiste plutôt radar pour le suivi des forêts tropicales. Et quand le Sentinel-1, donc un satellite radar, est apparu en fin 2014, on s'est dit que c'est peut-être l'opportunité de voir ce que ça peut faire les radars en Europe, en France particulièrement, parce qu'en France, les forêts sont beaucoup plus fragmentées, avec des types de gestion différentes, donc c'est plus complexe. Donc on a voulu explorer les images Sentinel-1, donc ceux qui sont au fond de la salle, vous ne voyez pas, mais c'est les images qui sont toutes ici en bas. Donc, nous, on travaille avec des images qui soient gratuites, open source. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec des images ALOS Pulsar qui viennent de la JAXA, dans l'agence japonaise. Ce n'est pas une série temporelle, c'est une image qui a déjà été traitée pour faire un mosaïque annuel, donc disponible sur toute la couverture du globe. Mais c'est une bande radar, la bande L, qui est très, très appropriée pour suivre les forêts parce qu'elle a une grande dynamique. Donc, sur l'image anneau qui est à l'Ospasar, vous voyez très brillant les forêts et un peu moins brillant quand c'est moins de biomasse. Donc, on a l'habitude de travailler avec ALOS. Ensuite, on a en dessous ici les images de Sentinel-2, donc optique, donc vous avez plus l'habitude. Et tout en bas, pour ceux qui ne voient pas au fond de la salle, c'est des images radar, mais en bande C, en résolution de 10 au 20 mètres en résolution spatiale. Il a moins de dynamique dans les niveaux des gris, mais comme il a une résolution plus petite, en fait, ça nous permet de voir plus de choses à niveau texture. Donc, on calcule des textures sur ce type d'images. En combinant tout ça, avec des algorithmes d'apprentissage supervisé. On n'est pas dans des deep learning parce qu'on a très peu d'échantillons de terrain. Donc, les échantillons de terrain qu'on a eus il y a 5 ans, c'est ceux que vous avez ici sur cette planche. C'est grâce à l'INRA ISPA de Bordeaux, on a eu des placettes sur les plans maritimes, aussi des placettes de l'ONF qui ont des façons de gestion qui sont différentes. Donc, c'est très intéressant d'avoir ce DG des données. Ensuite, on a eu, donc ça c'est des conifères. On a eu à la forêt d'Orléans des feuillus mixtes, des forêts mixtes feuillus et conifères avec du pin sylvestre et des chênes. Et on a fait du coup 3 classes, la forêt mélangée, les mixtes, plus les chênes et pins sylvestres quand il y a plus de 75% de cette essence. Et finalement, on a eu aussi Saint-Gobain, où c'est tout des feuillus. On a aussi pareil chêne, hêtre, des mélanges chêne, charme et mixte feuillus. Quand si vous voyez les chiffres, c'est le nombre de placettes qu'on a. Donc, on n'a pas 7000 points, nous. On a vraiment 160, 200, un peu comme ça, 180, 203 et 160. Tout ça, on les mélange avec des algorithmes supervisés. On a réévalué les random forest, mais qu'on a peu d'échantillons. On a vu que pour peu d'échantillons, ce qui marchait le mieux, c'est les SVM, un support vecteur machine. Donc, on fait des estimations, comme Cédric a dit, on fait des régressions sur ce qui est important. Pour ne pas être biaisé, c'est que la dynamique, notre point de placette, soit représentatif de toute la gamme des biomasses de hauteur qu'il y a dans la zone. On a eu d'autres données terrain, mais qu'on n'a pas utilisées parce que c'était simplement des forêts où il y avait un seul type d'âge, un seul type de données, pas toute la gamme. Donc, ça ne nous permet pas d'établir un modèle en régression. Donc, quand on a une bonne base de données terrain, on peut appliquer les algorithmes de SVM et on produit des cartes donc haute résolution. C'est pas très haute résolution à 25 cm, on est plutôt à 10-20 mètres vu qu'on utilise les sentinelles. On a des cartes pour les attributs forestiers tels que la GB, la biomasse, volume, hauteur, densité. Ce qu'on a vu, c'est que, bon, on était surpris parce qu'on a obtenu des corrélations de 80% à peu près, donc on ne s'attendait pas à ça, franchement, on était surpris. Donc, je pense que c'est des outils qui peuvent être intéressants en appui aux agents terrain. Donc, on a pour la GB, comme vous voyez ici, une erreur relative de 24%. Ça, c'est pour les pans maritimes, mais ça marche aussi pour les feuillus. Ce qui fonctionne le mieux, c'est la hauteur. À la hauteur, on est à 12-13% d'erreur relative. Ensuite, après l'auteur, c'est les DBH qui marchent bien avec 20% de relative. Ça pour les différents types de canons pas maritimes, aux chênes, aux pins sylvestres. Quand on mélange tous les feuillus, parce qu'on ne peut pas différencier, c'est des forêts très mélangées, on augmente les erreurs. La GB, au lieu d'être à 25%, ça monte à 35% les erreurs. Donc, ça vous donne les ordres de grandeur en quoi on peut utiliser ces tirs de cartographie.
Du coup, la synergie entre nos travaux, donc ça vient maintenant. En fait, donc on a vu que la performance des modèles, ça va dépendre beaucoup des données auxiliaires qu'on veut spécialiser et passer à une échelle plus grande. Donc, du coup, ce qui est le mieux corrélé aux attributs forestiers, c'est les lidars et la photogrammétrie, parce que les lidars permettent de prendre les structures de l'arbre. Donc, du coup, avec les programmes lidar HD, haute densité qui arrivent avec la couverture France Métropole, ça va aider beaucoup pour les spatialisations et l'inventaire forestier. Il y a aussi les images aériennes qui sont renouvelées tous les 3 ans. Donc, mais tout ça, on voit que c'est très bien pour caractériser les attributs qui sont statiques. Par contre, si on veut suivre des phénomènes temporaux, comme la croissance des fils, des autres phénomènes comme les dépérissements, les coupes, CCRS, etc., il faut passer aux séries temporelles. Donc, c'est là où on intervient. On va utiliser des données auxiliaires radar et optique, Sentinel-1 et Sentinel-2. Donc, en haut à droite, donc là vous voyez bien, c'est une couverture de 2 jours, après 2 jours de passage de Sentinel-1. Et on voit que déjà, il y a 3/4 de l'Europe qui a été couverte en 2 jours. Donc, c'est des images qu'on reçoit tous les 5 jours. Et les données radar, ce n'est pas non plus la panacée, hein, sont très perturbées par l'humidité du sol. Donc, il faut faire attention. Mais avec les séries temporelles, on a une information très, très riche, avec des images tous les 5-6 jours. Ça va être utilisé pour améliorer la couverture spatiale, d'un côté, pour pouvoir faire les extrapolations, et ensuite aussi pour faire le suivi temporel. Ici en bas, donc on démarre un projet en janvier avec nos collègues, en collaboration avec l'IGN, mais aussi avec nos collègues des DINAFOR, du CMPF et des Globeo, qui va durer 2 ans. Et on va, dans ces projets, donc il y a un poster flash qui va être disponible sur le web, j'imagine, ou ailleurs, sinon vous me posez des questions tout à l'heure. On va étudier 3 choses. Dans les A, la cartographie des ressources en bois, comme on a fait ici. On va essayer de passer à l'échelle, passer de la zone qu'on a ici, petite, plus régionale et nationale. On n'a pas cette carte-là, hein, régionale et nationale, c'est une vue d'artiste en quelque sorte. On est loin de ça encore. On est à un stade de recherche et démonstration de tout. Et ensuite aussi, on va voir les phénomènes temporels, tout ce qui est coupe et dépérissement avec nos collègues de DINAFOR et de Globeo, spécifiquement. Pour finir. Merci. Oui, puis la dernière diapo, en fait, c'est pour parler rapidement de l'intérêt des nouveaux capteurs 3D. Alors là, on n'est pas dans les fameuses données rares, puisque là, on parle de missions qui sont pour le moment sur des courtes périodes, mais qui laissent qui sont très intéressantes pour les prospectives. Et notamment, on a un projet qui démarre, qui est financé par le TOSCA, qui s'appelle SLIM, sur l'exploitation des données JEDI pour l'amélioration des inventaires forestiers multisources. Donc, c'est des données qui sont ponctuelles. Ici, vous en avez une représentation, alors encore incomplète, sur la Sologne. On a des empreintes qui sont distribuées tous les 60 mètres le long de la trace et tous les 600 mètres entre traces, et qui donnent des informations sur la structure de la végétation. Donc ça donne l'opportunité au niveau des inventaires multisources à rajouter une 3e phase. Donc avec en premier lieu les données de terrain qui vont permettre de calibrer des données, des modèles JEDI et ISAT pour faire de la prédiction d'attributs, et notamment d'attributs de structure. Et puis après, une fois qu'on a densifié cet échantillon, on peut passer sur des approches, on va dire en continu, en utilisant des données Sentinel qui seront donc calibrées par JEDI. Donc ça, c'est un projet qui a démarré il y a 1 an. Et pour l'instant, on travaille surtout à l'amélioration de la précision des empreintes, puisque les premières sorties de JEDI avaient une erreur systématique d'à peu près une vingtaine de mètres qui rendait le calibrage ou la co-enregistration un petit peu difficile. Voilà. Je vous remercie.